Je n'avais pas encore raccroché que sa voix m'a transpercée, sèche, sans trembler. Tu ne soutiens pas notre famille. Ces mots ont résonné plus fort que je ne l'aurais cru. Pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'ils venaient d'elle, de ma fille, celle pour qui j'avais tout fait sans jamais compter. Je suis restée immobile, le téléphone collé à l'oreille, comme si mon corps refusait d'accepter ce qui venait d'être dit. J'ai voulu répondre, expliquer encore, mais elle ne m'a pas laissé le temps. C'est toujours pareil avec toi. Quand on a vraiment besoin de toi, tu n'es jamais là. J'ai fermé les yeux. Je lui avais pourtant dit calmement, plusieurs jours à l'avance, je lui avais expliqué que ce week-end-là, je ne pourrais pas garder le bébé, que j'avais un rendez-vous médical important. Pas un caprice, pas une sortie, pas un luxe, un médecin, un examen, quelque chose que je repoussais depuis des mois parce que, justement, je faisais toujours passer leur vie avant la mienne. Ce n'est qu'un week-end, maman, tu exagères. J'ai senti la vieille habitude revenir, celle de me justifier, de minimiser, de m'excuser d'exister. Alors j'ai repris, plus doucement encore. Je lui ai dit que je l'aimais, que je comprenais que ce soit compliqué pour eux, mais que cette fois, je ne pouvais vraiment pas. Un silence, puis ce ton que je ne reconnaissais plus depuis longtemps. Froid, calculé. D'accord, on se débrouillera sans toi, comme toujours. La ligne a coupé. Pas d'au revoir. Je suis restée assise à la table de la cuisine, les mains posées sur le bois usé, celui que j'avais acheté quand elle avait 5 ans. Le même où elle faisait ses devoirs, où elle dessinait pendant que je préparais le dîner. J'ai regardé la lumière de fin d'après-midi glisser sur le carrelage. Tout semblait normal, trop normal. Le lendemain matin, je suis partie tôt pour mon rendez-vous. J'avais mal dormi, le cœur serré par une culpabilité que je ne comprenais même plus. À chaque feu rouge, je me demandais si j'aurais dû annuler. Encore une fois, comme avant. Mais quelque chose en moi résistait, fatiguée peut-être, mais lucide. L'examen a duré plus longtemps que prévu. En sortant, j'ai ressenti ce mélange étrange de soulagement et d'inquiétude qu'on connaît quand on attend des résultats sans les avoir encore. J'ai pensé appeler ma fille. Puis je me suis ravisée. Elle n'avait pas rappelé non plus. C'est en fin d'après-midi que tout a basculé. Je me suis arrêtée devant la maison, les clés à la main. J'ai reconnu la voiture de ma fille sur l'allée. J'ai cru un instant qu'elle était venue s'excuser. Cette pensée m'a presque fait sourire. J'ai inséré la clé dans la serrure. Elle n'a pas tourné. J'ai essayé à nouveau. Rien. J'ai froncé les sourcils, vérifié que je ne m'étais pas trompée. Même résultat. Un froid brutal m'a traversé. J'ai reculé d'un pas, regardé la porte comme si elle venait de me trahir. Puis, j'ai vu le message sur mon téléphone. On a changé les serrures. Il fallait te faire comprendre. Je n'ai pas respiré pendant plusieurs secondes. Mes jambes se sont mises à trembler. J'ai relu le message encore et encore, comme si les mots allaient de finir par changer de sens. Ils ne l'ont pas fait. Je me suis assise sur la marche, mon sac à mes pieds. À l'intérieur, mes papiers, mes médicaments, quelques courses, tout le reste était derrière cette porte. Ma maison, mes affaires, ma vie. Le téléphone a vibré à nouveau. Quand tu décideras de faire passer ta famille en priorité, on en reparlera. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas une dispute, ce n'était pas une crise, c'était une sanction, une punition froide, méthodique, pour avoir osé dire non, une seule fois. Je suis restée là longtemps, sans pleurer, trop sonnée pour ça. Le ciel commençait à s'assombrir, les voisins rentraient chez eux, jetant parfois un regard discret dans ma direction. Je devais ressembler à une vieille femme fatiguée, assise devant une porte qui ne voulait plus d'elle. Et pour la première fois depuis des années, une pensée m'a traversée, claire et dérangeante. Si ma propre fille Tomto m'a promis était capable de m'effacer aussi facilement, alors peut-être que je n'avais jamais été autre chose pour elle qu'un service rendu. Je n'ai pas appelé tout de suite, je ne savais même pas qui appeler. Les mains posées sur mes genoux, j'ai laissé le silence s'installer autour de moi, épais, presque humiliant. Cette maison, je n'y vivais pas depuis toujours. J'y avais emménagé après la naissance de mon petit-fils, quand ma fille m'avait dit que ce serait plus simple si j'étais juste à côté. À l'époque, j'avais cru que c'était une chance. Être utile, être présente, être encore nécessaire. Avant cela, je vivais dans un 2 pièces modeste mais à moi. Je l'avais quitté sans hésiter. J'avais vendu certains meubles, donné d'autres, convaincue que commencer cette nouvelle vie près d'eux était un cadeau. Pour eux, mais aussi pour moi. Je m'étais dit que c'était ça, vieillir dignement, rester entouré des siens. Très vite, les demandes avaient commencé. D'abord doucement. Tu pourrais le garder 1 heure ou 2, puis des après-midi entiers.
Ensuite, des week-ends, je ne disais jamais non, même quand j'étais fatiguée, même quand j'avais des douleurs, même quand j'aurais préféré rester seule, un livre à la main, dans le calme. À chaque fois, je me répétais que c'était normal, que c'était mon rôle. Une grand-mère, ça aide. Une mère, ça soutient. Je me souviens de la première fois où j'avais annulé un rendez-vous médical pour eux. Ce n'était rien d'urgent, m'étais-je dit. Le bébé avait de la fièvre et ma fille paniquait. J'avais appelé le cabinet, repoussé d'un mois, puis d'un autre. Le médecin avait soupiré, mais il avait accepté. Moi aussi. Au fil du temps, ma présence était devenue acquise. Plus personne ne demandait vraiment. On m'informait. Les horaires étaient posés comme des évidences. Et si je tentais de dire que je n'étais pas disponible, on me répondait toujours la même chose. Mais tu es à la maison, non? Comme si être là signifiait être libre. Comme si mon temps n'avait plus de valeur. Je repensais à tout cela assise sur cette marche, devant une porte fermée. Je comprenais soudain ce que je refusais de voir depuis longtemps. Ce n'était pas l'amour qui me liait à eux, mais l'habitude, l'utilité. Et le jour où j'avais cessé d'être utile, on m'avait retiré l'accès, littéralement. Quand enfin je me suis levée, mes jambes étaient lourdes. J'ai marché sans but précis, juste pour m'éloigner de cette façade qui me rejetait. Chaque pas me faisait sentir un peu plus vieille, un peu plus invisible. Je me suis arrêtée dans un café près de la place. J'ai commandé un thé que je n'ai presque pas touché. Autour de moi, des gens parlaient, riaient, vivaient. Personne ne savait que, quelques rues plus loin, une mère venait d'être mise à la porte par sa propre fille. J'ai regardé mon téléphone, aucun nouveau message, aucun appel manqué, rien, comme si, une fois la serrure changée, je n'existais plus. C'est là, dans ce café trop bruyant, que quelque chose a commencé à se fissurer en moi. Pas une colère encore, plutôt une fatigue profonde, une lassitude ancienne, celle de toujours donner, toujours céder, toujours comprendre et de ne jamais être comprise en retour. Je me suis demandé quand j'avais cessé d'être une personne à part entière pour devenir une fonction, quand ma vie avait été réduite à ce que je pouvais offrir. Garde d'enfants, dépannage, présence rassurante et rien d'autre. En sortant, le soir était tombé. J'ai levé les yeux vers le ciel sombre et, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pensé à eux. J'ai pensé à moi, à mon corps fatigué, à ce rendez-vous médical que j'avais failli annuler encore une fois, et j'ai su, sans pouvoir encore l'expliquer, que cette porte fermée venait peut-être d'ouvrir quelque chose de bien plus important. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas vraiment. J'ai trouvé refuge chez une connaissance, une femme avec qui je parlais parfois sans jamais être proche. Elle m'a offert un canapé, une couverture, et ce regard gêné qu'on a face à quelqu'un dont on ne sait pas trop quoi faire. J'ai remercié, souri, minimisé. J'ai dit que ce n'était que temporaire, que ça allait s'arranger. Allongée dans l'obscurité, j'écoutais les bruits de l'appartement. Le tic-tac d'une horloge, le ronronnement du réfrigérateur, une voiture qui passait au loin. Chaque son me rappelait que je n'étais pas chez moi, que je n'avais plus d'endroit où poser mes habitudes. Mon sac était posé près du canapé, comme si je pouvais repartir à tout moment, comme si je n'avais pas le droit de m'installer. Je pensais à mon corps, à ce rendez-vous chez le médecin, à la salle d'attente blanche, à l'odeur de désinfectant. Le médecin avait parlé calmement, posé des mots précis sur ce que je ressentais depuis des mois, la fatigue persistante, les douleurs, les signaux que j'ignorais. Il m'avait dit que j'avais bien fait de venir, que j'avais trop attendu, que certaines choses ne se repoussaient pas indéfiniment. Et pourtant, en rentrant ce jour-là, je m'étais presque excusée d'avoir pris soin de moi. Je me suis demandé ce que j'aurais fait si le diagnostic avait été plus grave, si j'avais dû être hospitalisée. Aurais-je encore été accusée de ne pas soutenir la famille? Aurais-je été remplacée sans état d'âme, comme on remplace un service devenu défaillant? Au petit matin, j'ai reçu un message. Pas d'excuses, pas d'inquiétude, juste une phrase courte. On parlera quand tu seras prête à t'impliquer à nouveau. J'ai posé le téléphone face contre la table. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de lucidité. Cette phrase confirmait tout. Il ne s'agissait pas de moi, de ma santé, de mes limites. Il s'agissait de contrôle, d'obéissance. Tant que je donnais sans poser de questions, j'étais la bienvenue. Le jour où j'avais dit non, j'étais devenue un problème à corriger. Je me suis levée doucement pour ne pas réveiller mon hôtesse. J'ai enfilé mon manteau, attrapé mon sac. Dans la salle de bain, j'ai croisé mon reflet. Mon visage était marqué, oui, mais mon regard avait changé. Il y avait quelque chose de plus dur, de plus stable aussi.
comme si une couche de naïveté s'était enfin dissoute. Dehors, l'air était froid. J'ai marché longtemps, sans direction précise. Chaque pas m'éloignait de l'idée que je devais réparer cette situation. Je n'avais rien cassé, je n'avais rien volé, je n'avais fait qu'exister en dehors de leurs besoins immédiats. Je me suis arrêtée sur un banc. J'ai sorti mon carnet, celui que je gardais pour les listes, les rappels, les choses pratiques. Pour la première fois, je n'y ai rien noté d'utile. J'ai écrit une phrase simple: je ne suis pas égoïste, je suis une personne. En la relisant, j'ai senti une douleur sourde monter, suivie d'un calme inattendu. Ce n'était pas encore de la colère, pas encore une décision, mais c'était le début de quelque chose. Une frontière invisible que je n'avais jamais tracée auparavant. Je savais que ma fille s'attendait à ce que je cède, à ce que je m'excuse, à ce que je supplie pour retrouver ma place. Elle ne savait pas encore que cette nuit passée hors de chez moi venait de m'apprendre une chose essentielle. Je pouvais survivre sans leur approbation, et une fois qu'on comprend ça, tout devient possible. Le quatrième jour, j'ai décidé de retourner devant la maison, pas pour supplier, pas pour provoquer, simplement pour récupérer quelques affaires essentielles. Mes médicaments, des vêtements, mes papiers. Des choses basiques, mais qui me rappelaient que cette vie m'appartenait encore. Je suis arrivée en fin de matinée. La voiture de ma fille n'était pas là. La maison semblait calme, presque indifférente. Je me suis approchée de la porte avec une étrange sensation de décalage, comme si je me tenais devant un endroit qui avait cessé de me reconnaître. J'ai appuyé sur la sonnette, une fois, puis une seconde. Rien. J'ai envoyé un message, court, neutre. J'ai besoin de récupérer mes affaires personnelles. Dis-moi quand je peux passer. La réponse est arrivée plus vite que je ne l'aurais cru. Ce n'est pas le moment. Tu compliques tout. Ces mots m'ont fait sourire malgré moi. Compliquer quoi, exactement? Leur organisation? Leur confort? Leur certitude que je serai toujours là, disponible, silencieuse? J'ai tapé une autre phrase, puis je l'ai effacée. J'ai compris que chaque mot supplémentaire serait interprété comme une faiblesse. Je me suis assise dans la voiture, moteur éteint. J'ai observé la façade, les fenêtres derrière lesquelles se trouvait encore une grande partie de ma vie, les photos, les souvenirs, les objets que j'avais apportés en pensant rester. Tout était là, mais plus rien ne m'appartenait vraiment. Un souvenir m'est revenu, brutal, le jour où j'avais signé les papiers pour cette maison. Ma fille m'avait dit que ce serait plus simple, plus pratique pour tout le monde. Elle avait parlé vite, avec assurance, j'avais fait confiance, comme toujours. À l'époque, je n'avais pas cherché à comprendre chaque ligne. Je n'avais pas imaginé qu'un jour, ces signatures pourraient se retourner contre moi. En repartant, j'ai senti quelque chose se transformer. Une colère froide, cette fois. Pas explosive, pas incontrôlable, une colère claire, structurée, celle qui pousse à réfléchir plutôt qu'à réagir. Je me suis rendue dans un petit centre administratif presque par instinct. J'ai demandé des informations, rien de précis encore, juste comprendre, savoir quels étaient mes droits. Ce que signifiait vraiment le fait qu'on puisse me refuser l'accès à un lieu où j'avais vécu, investi, aidé. L'employée m'a regardée attentivement, puis elle m'a dit une phrase qui m'a marquée. « Vous n'êtes pas la première. » Ces mots ont résonné longtemps après que je sois sortie. Pas la première mère, pas la première femme vieillissante qu'on considère comme acquise, puis encombrante, pas la première à découvrir trop tard que la gentillesse constante peut devenir une arme contre soi. En fin d'après-midi, j'ai reçu un nouvel appel de ma fille. Sa voix était plus douce, presque mielleuse. Elle m'a parlé de fatigue, de stress, du bébé. Elle a dit que tout ça était de ma faute, mais qu'on pouvait encore arranger les choses. Il suffisait que je reconnaisse mes torts, que je fasse un effort, que je montre que la famille est passée avant tout. Je l'ai écoutée jusqu'au bout, sans l'interrompre. Puis j'ai répondu calmement que je ne pouvais pas parler maintenant, que j'avais besoin de temps. Elle a soupiré, agacée. Elle n'aimait pas perdre le contrôle de la conversation. Quand l'appel s'est terminé, j'ai su que rien ne reviendrait jamais comme avant. Pas parce que j'avais été rejetée, mais parce que je voyais enfin la situation pour ce qu'elle était. Une relation déséquilibrée, construite sur ma disponibilité totale et leur confort. Ce soir-là, pour la première fois, je n'ai pas cherché à savoir comment réparer. J'ai cherché comment me protéger, et cette question-là change tout. Le cinquième jour, elle est passée à l'attaque autrement. Je l'ai senti dès que j'ai vu son nom s'afficher sur l'écran. Ce n'était plus la colère sèche, ni le mépris. C'était cette fausse douceur que je connaissais trop bien, celle qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose.
J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai décroché. Elle a commencé par le bébé. Elle m'a dit qu'il pleurait beaucoup, qu'il me cherchait, qu'il était perturbé par mon absence. Chaque mot était choisi avec soin, posé là pour appuyer exactement où ça faisait mal. J'ai senti ma poitrine se serrer, ce réflexe ancien, presque animal, qui me poussait à vouloir réparer, consoler, revenir, puis elle a glissé le reste. Elle m'a dit que ce que je faisais était cruel, que refuser de les aider dans un moment pareil, c'était abandonner sa famille, qu'elle ne comprenait pas comment j'avais pu devenir aussi dure. Elle a même parlé d'ingratitude, retournant les rôles avec une facilité déconcertante. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Alors elle a appuyé plus fort, elle a évoqué les voisins, ce qu'ils pourraient penser. Une grand-mère qui disparaît du jour au lendemain, qui refuse d'aider sa propre fille. Elle a dit que les gens parlent vite, que les réputations se construisent aussi sur ce genre de choses. C'est là que quelque chose a définitivement cédé en moi. Je lui ai demandé très calmement quand je pourrais récupérer mes affaires. Elle a soupiré comme si je venais de dire quelque chose d'absurde. Elle m'a répondu que ce n'était pas une priorité, que je devais d'abord réfléchir à mes choix, montrer que je comprenais l'impact de mon comportement. Mon comportement. Je lui ai alors demandé, toujours sans élever la voix, si elle se rendait compte qu'elle m'avait enfermée dehors, qu'elle avait changé les serrures sans me prévenir, qu'elle m'avait laissé sans accès à mes médicaments, à mes papiers, à mes vêtements. Il y a eu un silence. Bref. Puis elle a répondu que j'exagérais, que je dramatisais, que j'avais toujours eu tendance à faire des histoires. Cette phrase-là, je l'avais entendue toute ma vie, chaque fois que j'exprimais une limite, chaque fois que je refusais, même timidement. C'était devenu son arme favorite. Si je souffrais, c'était parce que j'étais trop sensible. Si je protestais, c'était parce que je compliquais les choses. J'ai raccroché sans prévenir. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était étrangement clair. Elle ne me voyait plus comme une mère, ni même comme une personne. J'étais devenue un levier, un outil qu'on actionne quand on en a besoin et qu'on met de côté quand il résiste. Dans l'après-midi, j'ai reçu plusieurs messages, certains accusateurs, d'autres plus doux. Une alternance calculée entre reproches et fausse ouverture. Toujours la même condition implicite. Je pourrais revenir si je redevenais utile, si je me taisais, si je cédais. Je n'ai répondu à aucun. À la place, j'ai pris une décision simple. J'ai commencé à noter tout, les messages, les dates, les phrases exactes, les moments où l'accès m'avait été refusé, pas par vengeance, par clarté. Parce que pour la première fois, je comprenais que cette situation ne se réglerait pas avec des excuses, mais avec des faits. Le soir venu, j'ai ressenti une fatigue écrasante, pas celle du corps, celle de l'âme, la fatigue de quelqu'un qui réalise qu'il a été aimé à condition d'être docile. Je me suis regardée dans le miroir de la petite chambre où je dormais. J'ai vu mes traits tirés, mes cheveux fatigués, mes épaules voûtées par des années à porter plus que ma part. Et je me suis posé une question que je n'avais jamais osé formuler avant. Et si je ne rentrais pas? Pas juste dans cette maison, mais dans ce rôle, celui de la mère toujours disponible, toujours coupable, toujours en train de réparer les manques des autres. Cette pensée m'a fait peur. Mais elle m'a aussi donné une sensation nouvelle, une sensation dangereuse, presque interdite, la liberté. Le 6e jour a commencé dans un silence inhabituel. Pas de message, pas d'appel, comme si, soudainement, j'avais cessé d'exister dans leur agenda. Cette absence aurait dû me rassurer. Elle m'a au contraire mise en alerte. Je connaissais ce calme. C'était celui qui précédait toujours une nouvelle tentative. J'ai passé la matinée à marcher, longtemps, sans musique, sans téléphone à la main. J'avais besoin d'entendre mes propres pas, de sentir mon corps encore capable de me porter. À chaque coin de rue, je repensais aux années passées à courir pour les autres, à répondre avant même qu'on me demande, à anticiper leurs besoins comme si c'était une seconde nature. Je me suis arrêtée devant une vitrine. Mon reflet m'a surprise. Je me tenais plus droite que d'habitude, comme si, inconsciemment, j'avais cessé de me rapetisser. En début d'après-midi, le téléphone a vibré, un message, plus long que les autres, calculé. Elle écrivait qu'elle était blessée, qu'elle ne me reconnaissait plus, qu'elle avait l'impression que je la punissais. Elle parlait de tout ce qu'elle avait traversé ces derniers mois, de la fatigue, de la pression. Elle terminait par une phrase qui m'a glacée. J'espère que tu te rendras compte de ce que tu fais avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pour quoi? Pour elle?
Pour le bébé ou pour moi, j'ai relu le message plusieurs fois, pas pour y répondre, mais pour l'analyser. Chaque mot, chaque tournure, rien sur les serrures, rien sur le fait de m'avoir mise dehors, rien sur mes affaires, rien sur ma santé, seulement son ressenti, son inconfort, sa colère déguisée en tristesse. C'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Elle ne voulait pas me parler, elle voulait me ramener à ma place. En fin de journée, je suis passée devant l'école maternelle, l'heure de la sortie. Des parents, des grands-parents, des sacs trop lourds, des enfants trop bruyants. J'ai senti un pincement au cœur, pas de jalousie, de lucidité. J'avais aimé ce rôle, être celle qui aide, qui rassure, qui est là. Mais personne ne m'avait jamais demandé si je voulais y rester à n'importe quel prix. Je me suis assise sur un banc, j'ai fermé les yeux quelques instants, et pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai formulé une pensée entière, sans la repousser. Je n'étais pas en train de perdre ma famille. Je sortais d'un système qui me broyait lentement. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans réveil en sursaut, comme si mon corps avait compris avant moi que quelque chose s'était rééquilibré. Au réveil, je n'ai pas attrapé mon téléphone tout de suite. Je n'ai pas cherché à savoir si elle avait écrit. J'ai pris le temps de respirer, de m'étirer, d'exister sans attente. Je savais que la suite ne serait pas simple, qu'elle ne lâcherait pas si facilement, qu'il y aurait encore des tentatives, des reproches, peut-être pire. Mais une chose était désormais claire, je ne négocierai plus ma dignité, et cette certitude, calme et ferme, valait toutes les clés qu'on m'avait retirées. Le 7e jour, j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis des années. Un vieux classeur, rigide, rangé au fond d'un sac, que j'avais déplacé de maison en maison sans jamais vraiment le regarder. À l'intérieur, il y avait des papiers, des relevés, des contrats, des preuves silencieuses de tout ce que j'avais donné sans jamais demander de compte. Je ne l'ai pas fait par colère. Je l'ai fait parce que, pour la première fois, je voulais comprendre. Je me suis installée à la table, j'ai étalé les documents un à un, les virements réguliers, les aides ponctuelles, les sommes avancées temporairement et jamais rendues, les frais que j'avais pris en charge sans y penser, courses, meubles, équipements pour le bébé, réparations diverses. À l'époque, je n'avais rien noté. L'amour n'a pas besoin de facture, me disais-je. Aujourd'hui, ces chiffres me regardaient droit dans les yeux. Ce n'était pas une petite aide occasionnelle, c'était une structure entière bâtie sur ma disponibilité financière et émotionnelle. Et plus je tournais les pages, plus une évidence s'imposait. Je n'avais jamais été remerciée pour tout cela, jamais vraiment, parce que dans leur esprit, ce n'était pas un choix de ma part, c'était un dû. Je suis tombée sur une copie de document que j'avais signé sans y prêter attention. À l'époque, ma fille m'avait dit que c'était pour simplifier les choses. Une formule vague, rassurante. Je me souvenais avoir hésité brièvement. Puis j'avais signé, comme toujours, par confiance, par fatigue aussi. Ce jour-là, en relisant chaque ligne, j'ai senti un frisson me parcourir. Pas de panique, de lucidité. Certaines décisions avaient été prises sans que je mesure pleinement leurs conséquences. Pas par ignorance, mais parce que je n'avais jamais imaginé devoir me protéger de ma propre fille. Je me suis sentie stupide pendant quelques secondes, puis cette sensation a laissé place à autre chose, une compréhension plus juste. Je n'avais pas été naïve, j'avais été aimante, et quelqu'un avait décidé d'exploiter cette faille. En fin d'après-midi, j'ai rangé les papiers avec soin. Je n'étais pas encore prête à agir, mais je savais désormais une chose, je n'étais pas démunie, j'avais des éléments, une histoire écrite noir sur blanc, des faits, pas des émotions. Ce soir-là, ma fille en a pas écrit, pas un mot. Ce silence n'était plus une arme, il me laissait l'espace nécessaire pour penser sans être interrompue, pour reprendre possession de mon récit. Allongée dans le noir, j'ai repensé à toutes ces années où je m'étais dit que donner sans compter était une preuve d'amour. Peut-être que ça l'était, mais aimer ne devrait jamais coûter sa sécurité, sa voix, ni son droit d'exister en dehors des besoins des autres. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de ce que j'allais découvrir ensuite. J'étais prête à regarder la vérité, quelle qu'elle soit, parce qu'au fond, ce n'était plus seulement une histoire de serrure changée ou de week-end refusé, c'était une histoire de limites, et j'étais enfin prête à les poser. Le 8e jour, j'ai parlé à quelqu'un, pas à ma fille, pas à un proche qui m'aurait immédiatement demandé si je comptais arranger les choses.
À quelqu'un qui ne me connaissait pas comme mère, ni comme grand-mère, à quelqu'un qui n'attendait rien de moi, c'était presque un hasard, une adresse notée au dos d'un prospectus trouvé la veille, un endroit discret, sans vitrine attirante. J'y suis entrée avec cette impression étrange de faire quelque chose d'interdit, comme si demander conseil revenait à trahir le rôle qu'on m'avait assigné. La femme en face de moi m'a écoutée sans m'interrompre. Je n'ai pas tout raconté. Pas besoin. J'ai parlé de la porte fermée, des serrures changées, des affaires auxquelles je n'avais plus accès. J'ai parlé de la pression, des messages, du chantage émotionnel déguisé en inquiétude familiale. Je me suis entendue parler posément, sans larmes, c'était nouveau. Quand j'ai fini, elle n'a pas réagi comme je l'imaginais. Elle n'a pas cherché à apaiser ni à relativiser. Elle n'a pas dit que c'était compliqué ou que les relations familiales sont délicates. Elle a simplement posé une question simple, presque froide. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Cette question m'a coupé le souffle. Personne ne me l'avait posée jusque-là, pas une seule fois. Tout le monde semblait préoccupé par la paix familiale, l'équilibre, le bébé, l'avenir de ma fille. Pas par moi, pas par ce que je vivais concrètement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit non, calmement, sans emphase. Non, je ne me sentais pas en sécurité. Elle a hoché la tête, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Elle m'a expliqué, sans dramatiser, ce que cela signifiait, être privée d'accès à son logement, ne pas pouvoir récupérer ses affaires, être soumise à une pression constante pour céder. Elle a utilisé des mots que je n'avais jamais osé prononcer moi-même. Des mots précis. Des mots qui donnent d'un cadre à ce que l'on vit quand on commence à douter de sa propre perception. En sortant, je n'étais pas soulagée. J'étais lucide. Ce qui m'arrivait n'était pas un simple conflit familial. Ce n'était pas une incompréhension passagère. C'était une situation où mon âge, ma place, mon rôle avaient été utilisés pour m'imposer le silence. En fin de journée, ma fille a essayé d'appeler. J'ai regardé le téléphone vibrer. Je n'ai pas décroché. Pas par vengeance, par cohérence, chaque conversation avec elle m'éloignait un peu plus de ce que je venais de comprendre. Le soir, j'ai relu mes notes, les dates, les messages, les faits. Pour la première fois, tout formait un ensemble clair. Il n'y avait plus de zone floue, plus de doute sur ma légitimité à dire « stop ». Je me suis couchée tard, pas parce que j'étais anxieuse, parce que je réfléchissais à ce que j'acceptais encore, à ce que je refusais désormais. Je savais que la suite serait difficile, que poser des limites avec quelqu'un qui n'en a jamais respecté ferait naître une réaction. Mais une chose était désormais acquise, je n'étais plus seule avec cette histoire dans ma tête, et quand la solitude disparaît, la peur commence à perdre son pouvoir. Le 9e jour, quelque chose s'est fissuré du côté de ma fille. Je l'ai compris avant même qu'elle ne parle. Le message est arrivé tôt, trop tôt, avec une politesse inhabituelle. Pas de reproche, pas d'accusation. Une phrase neutre, presque administrative. Il faut qu'on parle, c'est important. Ce ton-là, je ne le connaissais pas. Il n'y avait ni colère ni chantage émotionnel, seulement une urgence mal dissimulée. J'ai laissé passer plusieurs heures avant de répondre. Pas pour faire durer, pour observer, pour me laisser l'espace de penser sans être happée par l'ancien réflexe. Quand je lui ai finalement écrit que je n'étais pas disponible dans l'immédiat, elle a insisté, puis elle a rappelé, 2 fois, 3 fois. J'ai senti la pression remonter, mais elle était différente, moins assurée, comme si quelque chose lui échappait. En début de soirée, elle m'a envoyé un long message, trop long. Elle parlait de malentendus, de fatigue. Elle disait que les choses avaient peut-être été un peu loin. Elle ajoutait que tout cela devenait compliqué pour eux, pour leur organisation, pour le quotidien. Le mot serrure apparaissait enfin, mais noyé dans une phrase vague, presque minimisée, comme un détail regrettable parmi d'autres. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas ce qu'elle disait, c'était ce qu'elle ne disait toujours pas. Aucun mot sur moi, aucun sur ma santé, aucun sur le fait de m'avoir laissé sans accès à mes affaires, mais quelque chose d'autre transparaissait entre les lignes, une inquiétude nouvelle, une tension que je n'avais jamais perçue auparavant. J'ai relu son message plusieurs fois, lentement, et c'est là que j'ai compris. Elle n'avait pas peur de me perdre, elle avait peur de perdre le contrôle. Depuis des années, tout reposait sur un équilibre tacite. Je donnais, elle décidait, je m'adaptais, elle avançait. Et tant que je restais dans ce schéma, elle n'avait aucune raison de s'inquiéter. Mais depuis que je m'étais arrêtée,
Depuis que je n'avais plus supplié, plus expliqué, plus cédé, quelque chose s'était déréglé. Je me suis souvenu d'un détail que j'avais presque oublié. Une conversation ancienne, anodine à l'époque. Elle m'avait parlé d'un dossier, de démarches qu'elle devait finaliser. Elle avait dit que ce serait plus simple si je restais coopérative. J'avais acquiescé sans poser de questions. Ce soir-là, ce souvenir a pris une autre couleur. Je me suis levée, j'ai repris le classeur, relu certains documents. Et soudain, un lien est apparu. Fragile, mais réel. Une dépendance que je n'avais jamais identifiée clairement. Ma présence n'était pas seulement pratique, elle était nécessaire à la stabilité de certaines choses. Administratives, financières, légales, peut-être. Je n'avais pas besoin de comprendre tous les détails pour saisir l'essentiel. Mon retrait avait des conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. C'est pour cela que son ton avait changé, pas par prise de conscience, par inquiétude. Cette réalisation m'a laissée étrangement calme, pas triomphante, pas vindicative, juste claire. Je n'étais plus en position de faiblesse, et pour la première fois, elle le sentait. Je lui ai répondu par une phrase courte, mesurée. Nous parlerons quand j'aurai récupéré mes affaires et quand les choses se feront dans le respect. Rien de plus, rien de moins. Elle a mis du temps à répondre. Puis elle a écrit qu'il fallait éviter d'en arriver là, que ce genre de formulation n'aidait personne, que je dramatisais encore. Mais le vernis craquait, je le sentais dans chaque mot, dans chaque tentative de reprendre le dessus sans y parvenir vraiment. Cette nuit-là, je n'ai pas ressassé, je n'ai pas imaginé les scénarios. Je me suis contentée d'une certitude simple, presque dérangeante dans sa clarté. Elle avait besoin de moi bien plus que je n'avais besoin d'elle, et elle venait seulement de le comprendre. Je me suis endormie avec cette pensée, non comme une revanche, mais comme un point d'équilibre enfin retrouvé. Ce n'était pas encore la fin, mais ce n'était plus le début non plus. Quelque chose avait changé de camp. Le 10e jour, je n'ai rien fait de spectaculaire. Pas d'appel, pas de confrontation, pas de message calculé. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus dérangeant pour elle. J'ai organisé le silence. Je me suis levée tôt. J'ai pris un café lentement, sans téléphone à portée de main. J'ai relu mes notes une dernière fois, non pour me convaincre, mais pour m'ancrer. Les faits étaient mots là, datés, précis. Ils n'avaient plus besoin de moi pour exister. Et moi, je n'avais plus besoin de les répéter pour me sentir légitime. Dans la matinée, elle a ça écrit, une phrase courte, faussement détendue. On pourrait se voir et parler calmement. Avant, ce genre de message m'aurait soulagée. J'y aurais vu une ouverture, une possibilité de réconciliation. Cette fois, j'y ai vu autre chose. Une tentative de reprendre l'initiative, de déplacer la discussion sur un terrain qu'elle maîtrisait. L'émotion, le face-à-face, les souvenirs, la culpabilité. Je n'ai pas répondu tout de suite. À la place, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais pris le temps de faire auparavant. J'ai réfléchi à ce que je voulais réellement, pas à ce qui arrangerait tout le monde, pas à ce qui ferait baisser la tension, à ce que moi, je voulais. Je voulais récupérer mes affaires, je voulais un accès clair, encadré, je voulais que cela se fasse sans discussion inutile, sans reproche, sans marchandage affectif. Rien de plus. Cette clarté m'a surprise. Elle ne venait pas de la colère, mais d'un calme nouveau, celui qui naît quand on cesse d'espérer que l'autre change. En début d'après-midi, j'ai répondu une seule phrase. Nous nous verrons après que j'aurai récupéré mes effets personnels. La réaction a été presque immédiate. Une série de messages. Le ton est monté d'un cran. Elle disait que je compliquais tout, que ce n'était pas nécessaire d'en arriver à ces extrêmes, que je faisais une fixation sur des détails matériels. Elle parlait de dialogue, mais refusait la seule condition concrète que je posais. Je n'ai pas cédé. J'ai senti une tension étrange, comme si une corde invisible se tendait entre nous. Avant, c'était toujours moi qui lâchais. Cette fois, je tenais. En fin de journée, elle a changé de stratégie. Un message plus froid, plus sec. Très bien, dis-moi quand tu veux passer. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, mais une concession. J'ai lu ces mots sans satisfaction particulière. Ce n'était pas une victoire, c'était un déplacement de pouvoir, subtil mais réel. Je lui ai donné un créneau, court, précis, sans marge. Le soir, j'ai préparé un sac, pas pour déménager, pour me protéger. J'y ai mis une liste, mes papiers d'identité, mon carnet de notes, rien de sentimental, rien qui puisse me fragiliser. En me couchant, je n'ai pas ressenti d'angoisse, pas même d'appréhension.
J'avais l'impression de me préparer à une tâche administrative, pas à un affrontement familial, et cette distance émotionnelle, je ne l'avais jamais connue auparavant. Je savais que le lendemain serait tendu, que chaque regard, chaque mot pourrait déraper. Mais une chose était désormais claire, je n'allais plus me battre pour être comprise. Je n'allais plus plaider ma bonne foi. Je n'allais plus expliquer pourquoi j'avais le droit d'exister en dehors de leurs besoins. Je ne cherchais plus la paix à n'importe quel prix, je cherchais la justesse. Et pour la première fois, je me sentais prête à affronter ce qui venait, non pas comme une mère coupable, mais comme une femme entière. Le 11e jour, elle a tenté une dernière chose. Je l'ai compris dès que j'ai vu son message. Il ne s'adressait plus à moi comme à une adversaire, ni même comme à une mère. Il s'adressait à moi comme à quelqu'un qu'on cherche à attendrir. Le bébé demande après toi, il ne comprend pas pourquoi tu ne viens plus. Cette phrase-là, je l'avais redoutée. Pas parce qu'elle était efficace, mais parce que je savais à quel point elle avait été utilisée, consciemment ou non, comme un levier. Elle n'a pas parlé de moi. Elle n'a pas parlé de ce qu'elle avait fait. Elle a parlé de lui, de l'enfant, de l'innocence, du manque. Je me suis arrêtée net, j'ai fermé les yeux quelques secondes. J'ai laissé l'émotion monter, passer, puis redescendre. Avant, ce genre de message m'aurait fait céder immédiatement. J'aurais accouru, prête à tout pardonner pour retrouver ce lien. Cette fois, quelque chose était différent. Je voyais la manœuvre pour ce qu'elle était. Elle ne me proposait pas de réparer, elle me proposait de revenir à ma place. Un peu plus tard, elle a appelé, j'ai décroché. Pas par faiblesse, par choix. Sa voix était tremblante, presque convaincante. Elle a parlé de fatigue, de nuits courtes, de solitude. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas comment on en était arrivé là. Elle a même laissé échapper une phrase qui, autrefois, m'aurait bouleversée. J'ai besoin de toi. Je l'ai laissé parler, longtemps, sans l'interrompre. J'écoutais, mais je notais mentalement chaque glissement, chaque fois qu'elle parlait de ses difficultés sans mentionner les miennes, chaque fois qu'elle évoquait le bébé comme une dette que je devais payer, chaque fois qu'elle évitait soigneusement le mot serrure. Quand elle s'est enfin arrêtée, attendant sans doute que je la rassure, j'ai répondu d'une voix calme, trop calme pour elle. Je lui ai dit que je comprenais sa fatigue, que je comprenais que ce soit difficile, puis je lui ai dit autre chose, quelque chose que je n'avais jamais osé formuler auparavant. Je lui ai dit que le lien avec mon petit-fils ne pouvait pas être utilisé comme une arme, que l'amour ne se négociait pas sous pression, et que si elle voulait que je sois présente dans sa vie et dans celle de son enfant, cela devrait se faire dans un cadre respectueux, sans menace, sans chantage, sans conditions déguisées. Il y a eu un silence, long, pesant, puis sa voix a changé, brusquement, plus dur. Elle m'a accusée de tout compliquer. Elle a dit que je faisais passer mon orgueil avant la famille, que je punissais un enfant pour régler un conflit d'adultes. Elle a même insinué que je manipulais la situation pour me poser en victime. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai simplement rappelé les faits. Les serrures changées, l'accès refusé, les messages. Le refus de me laisser récupérer mes affaires, je les ai énumérés calmement, un par un, pas pour convaincre, pour poser une réalité qu'elle ne pouvait plus nier. Elle a coupé court. Elle a dit que cette conversation n'allait nulle part, qu'elle était déçue, qu'elle ne me reconnaissait plus. Cette phrase-là, je l'attendais. Et pour la première fois, elle ne m'a rien fait, parce que je me reconnaissais, moi. Quand l'appel s'est terminé, j'ai ressenti une fatigue intense, mais aussi une clarté définitive. Elle venait de franchir une ligne. Utiliser un enfant pour reprendre le contrôle n'était pas une erreur, c'était un choix. Et ce choix m'en disait plus que tous ces discours. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'ai écrit, j'ai noté cette tentative, ce glissement, cette pression. Non par rancune, par cohérence avec la femme que j'étais en train de devenir, je savais désormais que la prochaine étape serait décisive, qu'elle n'accepterait pas facilement de perdre ce pouvoir. Mais je savais aussi une chose essentielle. Si je cédais maintenant, tout ce que j'avais compris jusque-là n'aurait servi à rien. Et pour la première fois, protéger ma dignité me semblait plus important que préserver une illusion de paix. Le 12e jour, nous nous sommes retrouvés face à face. Pas chez elle, pas chez moi, dans un endroit neutre, impersonnel, choisi pour éviter les éclats. Une salle d'attente attenante à un bureau administratif, des chaises alignées, des murs clairs, une horloge trop bruyante. Rien d'intime, rien qui permette de rejouer la scène de la mère et de la fille. C'était exactement ce que je voulais. Elle est arrivée en retard. Quelques minutes à peine,
mais suffisamment pour marquer le territoire. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un qu'on croit encore pouvoir faire plier. Son visage était fermé, maîtrisé. Elle avait préparé ce moment. Je le sentais. Elle a commencé à parler presque immédiatement. Elle a dit que tout cela allait trop loin, qu'on faisait une montagne d'un malentendu, qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'avais décidé de créer un conflit. Elle a utilisé ce mot plusieurs fois, conflit, comme si tout était né de mon refus, pas de ses actes. Je l'ai laissée parler. Elle a parlé de fatigue, de pression, de responsabilité. Elle a dit qu'elle avait agi sous le coup de l'émotion, que changer les serrures n'était pas aussi grave que je le prétendais, qu'elle pensait que ça me ferait réfléchir, qu'elle ne s'attendait pas à ce que je prenne ça aussi au sérieux. Je l'écoutais sans réagir, je ne hochais pas la tête, je ne soupirais pas, je ne me justifiais pas. Cette neutralité l'a déstabilisée. Je le voyais dans sa façon de se reprendre, d'accélérer, de chercher une faille. Quand elle s'est arrêtée, enfin, elle m'a regardé droit dans les yeux. Alors, tu vas dire quelque chose? Je lui ai répondu calmement, sans émotion apparente, sans reproche inutile. Je lui ai dit que ce n'était pas un malentendu, que ce n'était pas une exagération, que me priver d'accès à mon lieu de vie, à mes affaires, à mes médicaments, n'était pas une erreur de communication, c'était un acte, et que cet acte avait des conséquences. Je lui ai dit que je ne discuterais pas de mes raisons d'avoir refusé de garder le bébé, que ma santé ne se négociait pas, que mon temps ne se réclamait pas comme une dette, et que le fait d'être mère ou grand-mère ne me retirait pas le droit de dire non. Son regard a changé, elle n'était plus sur la défensive, elle était agacée. Elle m'a dit que je dramatisais encore, que dans toutes les familles, il y avait des tensions, que personne n'était parfait, qu'elle ne comprenait pas pourquoi je voulais en arriver là. Je lui ai alors dit la seule chose qui comptait vraiment, je lui ai dit que je ne cherchais pas à punir, que je ne cherchais pas à gagner, que je cherchais à poser une limite claire parce que ce qui s'était passé ne devait plus jamais se reproduire, ni maintenant, ni plus tard, ni sous prétexte de fatigue, ni au nom de la famille. Je lui ai dit que pour continuer à avoir une relation avec moi, il y aurait désormais des conditions simples. Le respect de mes choix, l'accès à mes affaires, l'arrêt immédiat de toute pression émotionnelle et surtout la reconnaissance de ce qui avait été fait. Elle a ri, un rire bref, nerveux. Elle a dit que je parlais comme une étrangère, comme quelqu'un qui avait oublié ce que voulait dire être une mère. Je l'ai regardée sans ciller, et je lui ai répondu que justement, j'avais trop longtemps confondu amour et effacement, que j'avais cru qu'aimer signifiait se taire, céder, supporter, et que je ne le ferais plus. Le silence qui a suivi était lourd, elle n'avait plus d'arguments, seulement de la colère contenue. Elle a fini par dire que je compliquais tout, que je rendais les choses impossibles. Je me suis levée, je lui ai dit que ce n'était pas impossible, c'était différent, et que si elle ne pouvait pas accepter cette différence, alors nous n'aurions plus de relation telle qu'elle existait avant. Je n'ai pas attendu sa réponse. En quittant la pièce, je n'ai pas ressenti de triomphe, seulement une certitude tranquille. Je venais de faire quelque chose que je n'avais jamais fait en tant que mère. Je m'étais choisie. Le 13e jour, le monde ne s'est pas effondré, et c'est précisément ça qui m'a frappée. Je m'attendais à une réaction violente, à des messages en rafale, à une tentative de retourner la situation comme elle l'avait toujours fait. Mais il n'y a rien eu, pas tout de suite. Seulement un silence lourd, inhabituel, presque maladroit. Un silence qui ne cherchait plus à me punir, mais à me tester. Je savais ce que ça voulait dire. Pour la première fois, elle ne savait pas quoi faire. Toute la mécanique sur laquelle elle s'était appuyée pendant des années venait de se gripper. Je n'avais pas crié, je n'avais pas supplié, je n'avais pas cédé, je n'avais même pas cherché à convaincre. J'avais posé des limites claires, sans colère, sans émotion exploitable. Et face à ça, elle n'avait plus de prise. Dans l'après-midi, un message est arrivé, sec, formel. Tu peux passer demain récupérer tes affaires, je serai là. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, mais un fait. Une ouverture qu'elle n'avait jamais envisagé de voir accordée. Je l'ai lu sans ressentir de satisfaction. Ce qui se jouait n'était pas une victoire, c'était un réajustement brutal. Elle comprenait enfin que je pouvais sortir du cadre sans me briser. Et cette réalisation l'a forcée à revoir toute la dynamique. Le reste de la journée s'est écoulé lentement. J'ai préparé une liste mentale de ce que je devais récupérer. Rien de sentimental en priorité.
Mes documents, mes médicaments, des vêtements. Le reste pouvait attendre. Je refusais que ce moment devienne une scène chargée d'émotions. Le soir, elle a rappelé. Sa voix n'était plus agressive. Elle n'était pas douce non plus. Elle était prudente. Comme si chaque mot pouvait se retourner contre elle. Elle m'a dit que tout cela était allé trop loin, qu'elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse comme ça. Elle a rajouté qu'elle pensait que je finirais par revenir d'elle-même. Cette phrase, dite presque sans réfléchir, a tout résumé. Elle avait bâti ses certitudes sur mon retour automatique, sur ma peur du conflit, sur mon besoin d'être aimée. Elle n'avait jamais envisagé que je puisse tenir, que je puisse dire non sans me dissoudre. Je lui ai répondu que ce que j'avais fait n'était pas une réaction, c'était une décision. Il y a eu un silence, puis elle a changé de sujet. Elle a parlé du bébé, de l'organisation, du quotidien, comme si elle cherchait à recoller les morceaux sans toucher à la fracture. Je l'ai laissé faire. Je n'avais plus besoin de corriger. La fissure était visible. Pour elle aussi. Quand l'appel s'est terminé, je me suis assise dans le calme. Je me suis rendu compte que quelque chose de fondamental avait changé. Je ne ressentais plus ce tiraillement constant entre ce que je pensais et ce que je disais. Il n'y avait plus de décalage, plus de rôle à tenir. Je n'étais plus en attente de son approbation. Je n'étais plus dans la peur de perdre. Je savais que le lendemain serait chargé, que la confrontation silencieuse de la récupération de mes affaires aurait un poids symbolique fort. Mais ce poids ne m'écrasait pas, il me portait. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai repensé à cette phrase qu'elle m'avait lancée au début. Tu ne soutiens pas notre famille. Je la comprenais enfin différemment. Ce qu'elle appelait famille, c'était un système dans lequel je n'avais de valeur que tant que je me sacrifiais. En refusant ce rôle, je n'avais pas détruit la famille. J'avais détruit l'illusion qu'on pouvait me contrôler indéfiniment. Et ce renversement-là, elle venait tout juste d'en mesurer la portée. Le 14e jour, je suis retournée devant la maison, pas avec l'estomac noué, pas avec cette appréhension qui m'avait habité la première fois. J'étais calme, d'un calme presque étrange, comme si mon corps avait déjà compris que cette étape n'était plus une menace mais une transition. Elle m'attendait à l'intérieur. La porte s'est ouverte sans un mot. Le bruit de la serrure qu'on déverrouille m'a traversé brièvement, mais il n'a rien réveillé en moi. Ce son n'avait plus de pouvoir. Nous nous sommes regardés quelques secondes. Elle semblait plus fatiguée que dans mes souvenirs récents, moins sûre. Ses épaules étaient légèrement voûtées, comme si elle portait enfin quelque chose qu'elle m'avait longtemps laissé porter seule. Elle s'est écartée pour me laisser passer. La maison n'avait pas changé. Tout était à sa place, trop à sa place, comme si rien ne s'était produit, comme si les jours précédents n'avaient été qu'un mauvais rêve. Cette normalité m'a presque fait sourire. Je suis allée directement là où se trouvaient dans mes affaires. J'avais préparé une liste, mais je n'en ai pas eu besoin. Mes gestes étaient précis, mes choix rapides. Les papiers, les médicaments, les vêtements essentiels. Chaque objet récupéré me rendait un peu plus tangible à moi-même. Elle me suivait à distance. Elle ne commentait pas. Elle n'essayait pas de provoquer. Elle observait. Et dans ce silence, j'ai compris quelque chose d'important. Elle ne savait plus quel rôle jouer. Elle avait connu la mère conciliante, la grand-mère disponible, celle qui s'excusait même quand elle avait raison. Cette version-là n'était plus devant elle, et elle n'avait aucun scénario de secours. À un moment, elle a parlé. Sa voix était neutre, presque prudente. Elle a dit que tout cela avait été compliqué pour elle aussi, qu'elle n'avait pas mesuré l'impact de ses actes, qu'elle avait agi sous pression. Je ne l'ai pas interrompue, mais je n'ai pas répondu non plus. Il n'y avait rien à négocier. Ce moment n'était pas une discussion, c'était un constat. Quand j'ai eu terminé, j'ai fermé mon sac. Je me suis tournée vers elle. Elle a semblé attendre quelque chose. Un mot, un geste, une réassurance. Je lui ai simplement dit que je partais. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas essayé de me retenir. En franchissant le seuil, j'ai ressenti une sensation étrange, ni soulagement, ni tristesse. Une forme de clarté, comme si je quittais non pas une maison, mais une version de moi-même. Les jours qui ont suivi ont été silencieux, pas de messages, pas d'appels, un vide inhabituel, mais pas douloureux. Ce silence-là n'était plus une punition. Il était le résultat d'un nouvel équilibre encore fragile. J'ai réorganisé mes journées, lentement, sans urgence. J'ai repris rendez-vous chez le médecin. J'ai retrouvé des gestes simples que j'avais abandonnés. Lire sans surveiller l'heure, marcher sans penser à qui pourrait avoir besoin de moi,
respirer sans anticiper une demande. Je pensais parfois à elle, à ce qu'elle ressentait, à la colère peut-être, à la frustration, à cette perte de contrôle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mais ces pensées ne m'envahissaient plus, elles passaient, et c'était suffisant. Je savais que notre relation ne serait plus jamais ce qu'elle avait été. Et pour la première fois, cette idée ne me faisait pas peur, elle me semblait juste, car ce qui s'était brisé n'était pas l'amour, c'était l'abus de confiance, et ce qui restait, désormais, devait se construire autrement, ou ne pas se construire du tout. Le 15e jour, je me suis réveillée sans cette boule familière dans la poitrine, celle qui, pendant des années, m'avait accompagnée au lever comme un rappel silencieux de tout ce que je devais encore faire pour les autres. Ce matin-là, il n'y avait rien à rattraper, rien à réparer, rien à prouver. La lumière entrait doucement par la fenêtre. J'ai pris le temps de rester allongée, à écouter le silence, un vrai silence, pas celui qui punit, pas celui qui menace, celui qui existe quand personne n'attend rien de vous. Ma fille n'a pas donné de nouvelles. Et pour la première fois, cette absence n'était pas une blessure ouverte. Elle était un espace nouveau, fragile peut-être, mais nécessaire. J'ai compris que ce que j'avais perdu n'était pas une relation saine, mais une illusion entretenue par la peur et l'habitude. Je pensais souvent à mon petit-fils, à son rire, à ses petites mains qui s'accrochaient à mes doigts. L'amour que je ressentais pour lui n'avait pas disparu. Il n'avait pas été utilisé contre moi cette fois-ci. Il était resté là, intact, à l'abri, et cette pensée me rassurait. L'amour véritable ne demande pas de s'effacer. Il attend. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remis de l'ordre dans ma vie. Pas de façon spectaculaire, de petites décisions, des choix simples. J'ai changé certaines habitudes. J'ai dit non sans me justifier. J'ai commencé à dire oui à des choses que je repoussais depuis trop longtemps. Mon corps, lentement, me remerciait. Je n'étais plus en colère, pas parce que tout était réglé, mais parce que j'avais cessé d'attendre une reconnaissance qui ne viendrait peut-être jamais. Ma fille finirait peut-être par comprendre, ou peut-être pas. Ce n'était plus entre mes mains. Ce que je savais en revanche, c'est que je ne retournerai plus jamais dans une relation où l'on m'aimait à condition que je me sacrifie. Être mère ne signifie pas disparaître. Être grand-mère ne signifie pas obéir. Aimer ne signifie pas se taire. Je repensais souvent à ce moment précis où tout avait basculé. Ce week-end refusé, ce rendez-vous médical. Cette phrase lancée comme une condamnation: tu ne soutiens pas notre famille. Aujourd'hui, je pouvais enfin y répondre, sans colère, sans tremblement. Je soutiens la vie, la mienne aussi. Si un jour ma fille frappe à ma porte, ce sera différent. Il n'y aura plus de dettes invisibles, plus de chantage affectif, plus de serrures changées dans le dos. Il y aura des règles simples, humaines, du respect ou de la distance. Rien entre les deux. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais une chose avec une certitude calme. Je me suis retrouvée, et cela personne ne pourra plus me l'enlever. Si cette histoire t'a parlé, si tu t'es reconnue dans ces silences, ces sacrifices qu'on appelle amour, alors n'hésite pas à t'exprimer. Laisse un commentaire, partage ton expérience et abonne-toi pour d'autres histoires vraies, fortes et nécessaires.